C'est le Café politique, comme à tous les vendredis, à votre matinale. Il me fait grand plaisir de retrouver à Fredericton notre collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, bonjour. Et à Caraquette, nous attend l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour. Bonjour Martine, j'ai visionné le reportage de Radio-Canada Acadie cette semaine qui portait sur la chanson créée par l'intelligence artificielle qui s'est retrouvée sur les ondes d'une radio communautaire. On n'a pas ce problème-là, évidemment, au Café politique. On est là en chair et en os. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui vous parle aujourd'hui ce matin. Jacques et moi avons une moins belle voix que Océane Chamberlain, la chanteuse artificielle. Bon, quoique. Mais on s'y connaît mieux qu'elle en ce qui a trait à la politique, par exemple. Absolument. Alors, l'intelligence humaine a son paroxysme au Café politique avec Jacques et François à tout coup, à chaque semaine. Et on commence avec Énergie Nouveau-Brunswick, franchement. Et à plusieurs occasions cette semaine, messieurs, on a parlé de cette corporation de la Couronne. Et quand ça vient toucher au portefeuille des clients d'Énergie Nouveau-Brunswick aussi, il y a eu d'autres mécontentements en comparant les mois de février. C'est ce que beaucoup ont fait ces jours-ci. Je vais commencer avec vous, Jacques, pour chronologiquement parler de la première chose qui nous a fait discuter d'Énergie Nouveau-Brunswick cette semaine, la décision d'Irving, en fait, de couper ces opérations, de dire on va mettre du monde à pied parce qu'on ne peut pas s'acquitter de cette facture. Ça a des conséquences, tout ça. Bien, absolument. La perte de 140 emplois, je pense, à Saint-Jean est sérieux. Et c'est un peu compliqué de dire si les tarifs d'électricité pour Irving sont trop hauts ou trop bas, comme mon collègue Bob Jones a expliqué. Comparé à la moyenne canadienne, ils ne sont pas si élevés que ça, mais comparé à des autres provinces où il y a un grand secteur forestier comme Québec ou Colombie-Britannique, les moulins ici paient plus. Alors, c'est sérieux. Beaucoup de monde pose la question, est-ce que c'est vraiment le taux d'électricité ou est-ce que ça a rapport avec la menace des tarifs, les opérations de Irving qui pourraient déménager ailleurs. Mais c'était un choc et c'était une autre surprise pour le gouvernement Holt. Pas vraiment une surprise si on écoute les audiences du Energy and Utilities Board l'année passée, où Irving demandait un meilleur tarif. Mais pour le gouvernement Holt, qui est arrivé en pouvoir avec une atmosphère très optimiste, qui voulait faire des grandes choses pour la province, les défis commencent à accumuler chaque semaine qui les mettent sur une autre voie, dans une autre direction où ils voulaient aller. Et vous parlez des comptes publics. Hier, Laurie Clark a comparu. On n'est pas prêt avec l'audit. Ça nous aura pris 3 mois au lieu de 3 semaines pour vraiment rendre compte des conclusions de KPMG sur l'analyse des factures. C'est pas évident, ça non plus. Non, c'était un peu étonnant que ce rapport n'était pas prêt parce que Laurie Clark était tellement confiante en janvier quand il expliquait que ces factures-là étaient à cause d'un décembre plus froid, l'hausse de tarifs, une période de facture plus longue que normale. Mais là, en 5 semaines, Énergie Nouveau-Brunswick n'est pas capable de produire cette analyse. Et quand, par exemple, David Kuhn, le chef du Parti vert, posait la question, une anecdote d'un résident de sa circonscription qui a vu leur consommation d'électricité monter par 45 % en janvier. Mme Clark ne pouvait pas vraiment expliquer, puis disait c'est pourquoi ça prend plus d'enquêtes avec ce rapport-là, mais il faut approfondir. Ça inspire pas beaucoup de confiance. Et François Gravel, est-ce qu'on a eu 45 % de temps plus froid? C'est difficile de dire que Mère Nature est coupable de tout, là. Mon analyse concernant les problèmes d'Énergie Nouveau-Brunswick sera la suivante, Martine. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien du tout. On dirait que tout tombe de tout bord, tout côté. Bon, c'est l'audit qui vise à expliquer pourquoi les factures d'électricité ont été aussi élevées au début de l'année et qui n'a pas encore apporté de réponse. Le niveau d'endettement qui est insoutenable, bien sûr. Énergie NB qui ne semble pas avoir de solution, en fait, à tous ces problèmes. Et cela s'ajoute une autre tuile, vous venez d'en parler, Irving Paper à Saint-Jean qui annonce qu'elle ferme une de ses machines et qui du même coup met à la porte 140 employés sur 310.
et qui a pris la peine d'insister là, sur le fait qu'elle effectue ces mises à pied en raison du prix trop élevé de l'électricité. Ça, c'est un coup, ça, porté contre Énergie Nouveau-Brunswick, jusqu'à un certain point aussi contre le gouvernement Holt aussi. Là. Il y a un message fort qui est envoyé ici. C'est voulu, c'était planifié. Ça a mené d'ailleurs à ce titre surréel en page 1 du Telegraph Journal cette semaine, dans lequel le syndicat demande de l'aide de la province, présumément, pour aider la famille Irving à payer ses factures d'électricité à cette usine. Mais c'est un fait que les usines, les papetières, les scieries, les moulins, c'est très, très énergivore. Je ne doute pas une seconde que les hausses de tarifs de 10 l'année dernière, celles de 10 à venir, vont faire très mal au secteur industriel. Mais bon, elles font mal aussi aux simples citoyens, comme on le sait. Ce qui fait que le gouvernement Holt, lui, se trouvait déjà sous pression. On le voit avec cet audit sur la facturation d'énergie Nouveau-Brunswick. Ça a lieu pourquoi? Parce qu'il y a eu une réaction très forte de la population. Irving, avec son moulin, en rajoute une autre couche en montrant du doigt Énergie NB pour justifier des pertes d'emplois. Toute la question du coût de l'électricité et d'énergie Nouveau-Brunswick est en voie de devenir une patate très chaude pour Susan Holt et son gouvernement, et ça alors que le mandat ne fait que commencer. Merci, François. Prochain sujet. Oui, on parle de ces dossiers qui se sont retrouvés dans les promesses électorales et puis que là, une fois sur le terrain, ça peut changer. Je vais poursuivre avec vous, François. La première ministre s'était engagée à retirer la majoration liée au coût du carbone, du prix de l'essence et du diesel, mais maintenant qu'elle est en poste et qu'elle entend ce que les plus petites entreprises ont à lui dire sur les effets que ça pourrait avoir sur elles, pas si sûr que cette promesse-là ira de l'avant, François. Ah, pas si sûr, moi non plus. Plus ça avance, plus j'ai l'impression que le gouvernement libéral, en fait, n'aura pas le choix, Martine, de reculer sur sa promesse de supprimer l'ajusteur de carbone qui ajoute présentement autour de 7 cents au litre d'essence et qui sert à compenser les entreprises pétrolières pour le coût des normes environnementales qui sont imposées par le gouvernement fédéral. Et on a vu cette semaine des représentants d'industrie parader dans un comité législatif et expliquer que si l'ajusteur disparaît, leur marge de profit va disparaître en même temps, qu'ils devront vendre leur essence à perte et que ça va signifier des fermetures ou des pénuries. C'est une bonne idée, du point de vue politique, que le gouvernement Holt a eu de renvoyer ce projet de loi là, au comité permanent de modification des lois et de faire témoigner des entreprises. Parce que là, nous sommes passés d'une situation où, je le rappelle, le gouvernement libéral devait justifier lui-même un recul possible sur la base de discussions avec un lobbyiste. Et Maurice Robichaud, qui est bien connu en plus dans les cercles libéraux. Donc, ça ne paraissait pas bien. Et là, on passe maintenant à une situation où ce sont les propriétaires d'entreprises qui sont venus exprimer eux-mêmes leurs préoccupations. Alors, pour le moment, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement Holt hésite entre deux options. La première, c'est le recul total et complet, un peu comme Jean Chrétien l'avait dit à une certaine époque, que quand on s'est peinturé dans un coin, la seule solution, bien, c'est de marcher dans la peinture pour en sortir. Et la deuxième option, possiblement, c'est de faire disparaître complètement la réglementation qui fixe le prix maximum de l'essence. Du jour au lendemain, c'est le libre marché qui décide les prix, comme c'était le cas avant la réglementation, comme c'est le cas dans d'autres provinces aussi. L'ajusteur de carbone disparaît en même temps et problème réglé. Deux options, par contre, qui risquent de ne pas être très bien accueillies dans l'opinion publique. On a promis de baisser le prix de l'essence. Il pourrait ne pas baisser, finalement. On verra ce que choisira Susan Holt, à moins qu'elle sorte un autre lapin de son chapeau. Oui, est-ce qu'il y a un moyen dans ce scénario-là de ménager la chèvre et le chou, Jacques? C'est très difficile, hein? Très difficile. Et il faut souligner que les entreprises qui étaient là au comité cette semaine, c'était pas la raffinerie de Irving Oil qui était là pour répondre aux questions. C'était des petites entreprises locaux, des distributeurs, des stations d'essence. Irving Oil est vraiment le cible de ces règlements fédéraux et c'est un peu intéressant qu'ils n'étaient pas là pour expliquer leur position, expliquer l'impact, expliquer leur opinion sur cette question. Les libéraux sont engagés à baisser le coût de la vie. Ils ont promis d'enlever cette clause d'ajusteur. Mais c'est clair que si c'est fait, ça va imposer des coûts additionnels sur des petites entreprises qui vont rendre leur vie très difficile. Le député libéral Jacques Leblanc a bien articulé très bien le dilemme pour les libéraux. Il a dit que le gouvernement s'est engagé à adopter des mesures et le public l'attend. Et
quand on a posé la question avec M. Leblanc pendant une pause, comment balancer ces deux impératifs-là, bien, il disait, nous sommes à l'écoute, c'est bon de suivre le processus, c'est bon d'avoir un comité. Pas vraiment une réponse claire comment ils peuvent balancer ces deux priorités-là. Processus est bon, mais processus n'est pas une décision. Ah, oui. Passons donc à notre troisième et dernier sujet. Oui, c'est assez intéressant de suivre les débats des candidats à la succession de Justin Trudeau, Jacques et François. Et je vais poursuivre avec vous, Jacques. Il y a eu d'abord le débat en français, où on s'est rendu compte que pour débattre, en tout cas, la personne qui sera choisie dans un prochain débat électoral contre Yves-François Blanchette, contre Poilievre et même M. Singh, qui est très bilingue, il y a certains des candidats à la succession de Justin Trudeau qui vont avoir de la misère. Et puis en anglais, on n'a pas vu beaucoup plus de flamèches qu'au précédent. Qu'est-ce que vous avez pensé des débats des candidats à la succession de Justin Trudeau, Jacques? Bien, la capacité en français de M. Carney me fait penser un peu de Sean Graham ou David Alward, compréhensible, capable de s'exprimer, mais pas vraiment complètement à l'aise. Ces deux messieurs-là ont gagné des élections quand même, avec de l'appui dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick. Ça se peut que les électeurs francophones qui vont vouloir une certaine sorte de premier ministre vont pas nécessairement choisir celui avec le meilleur en français. Si le choix fédéraliste au Québec, c'est Poilievre ou Carney, qui sait comment les électeurs vont décider quand la priorité vraiment est de faire face à ce défi de Donald Trump. En anglais, j'ai trouvé le débat assez plate. Ces 4 personnes sont plus ou moins qualifiées. Lequel est exactement le meilleur choix pour cette version précise de Donald Trump qu'on voit dans son deuxième mandat? C'est une question d'opinion. M. Carney était pas vraiment passionné, émotionnel, et je me demande si, pendant la campagne fédérale, parce qu'on attend qu'il va gagner, est-ce qu'il pourrait attirer des foules de 500, 700 personnes, comme on a vu Pierre Poilievre faire? Est-ce qu'il va pouvoir donner des discours passionnés pour vraiment saisir le sentiment patriotique dans le pays actuel? Ça reste à voir. Oui, parce que souvent, François, on parlait de l'expérience politique de ses opposants, ce que n'a pas M. Carney. Cependant, il y a une certaine expérience dans des relations internationales, point de vue économique. Bref, est-ce qu'il passe le test de la joute politique avec les deux débats, selon vous, qu'on a vus cette semaine? Oui, j'ai écouté les deux débats, Martine, pour des raisons différentes, vraiment. Là. Celui en français, spécifiquement, je dois dire, pour évaluer la capacité des candidats à s'exprimer en français, et celui en anglais, où les candidats sont plus à l'aise, pour justement voir s'ils allaient être plus clairs, s'ils sont prêts, quelles sont des visions à apporter pendant cette campagne-là, s'ils remportent la course à la direction du Parti libéral. Concernant la qualité du français des candidats, j'ai j'ai lu plusieurs critiques là-dessus, et pour la plupart, je ne les partage pas. Les 4 candidats sont bilingues. Ils comprennent les questions qui leur sont posées. Ils peuvent répondre en français. On comprend ce qu'ils disent. C'est pas toujours élégant. C'est parfois un peu pénible. Un peu, comme vient de le dire Jacques, là, comme Sean Graham et David Alward. C'est une bonne comparaison, dans le cas de Mark Carney, à tout le moins. On a tous vu aussi le lapsus de M. Carney, là, qui a dit par erreur être d'accord avec Hamas. Mais il est bilingue, là, et c'est la même chose pour Chrystia Freeland, Karina Gould et Frank Baylis. On leur demandera pas, pendant une campagne, de participer à un débat des chefs en français à tous les jours, ni pendant qu'ils seront au pouvoir, mais de pouvoir exprimer une pensée en français, s'ils viennent, par exemple, à Caraquet, rencontrer des gens, de pouvoir le faire. Et je pense qu'ils sont capables. Par contre, pour un débat, à savoir si on débattre en français avec succès contre Pierre Poilievre, Yves-François Blanchette, Jack Mincing, c'est vraiment une autre question. Et bon, mais en anglais, alors, je voulais connaître un peu les candidats. Les moins connus dans un débat comme celui-là ont l'avantage. Hein. La ministre Karina Gould, le député Frank Baylis, on en a appris un peu plus sur eux. Beaucoup de gens ne les connaissaient pas du
du tout. Pour M. Carney, ça a été vraiment une occasion ratée, je vous dirais. Je ne sais pas si les débats ne sont pas sa force ou s'il ne voulait juste pas gaspiller de cartouches, étant donné que sa victoire est pratiquement assurée, mais il n'a pas été très convaincant. Son principal argument de vente depuis le début jusqu'à maintenant, c'est le fait qu'il n'est pas Justin Trudeau et qu'il n'est pas Pierre Poilievre non plus. Est-ce qu'il va falloir beaucoup plus que ça, j'ai l'impression, pour l'emporter, et on n'a pas entendu encore qu'est-ce qu'il peut apporter sur la table qui va nous donner la certitude qu'il peut réussir. Bien, on va passer à vos cafés. Chers amis, Jacques et François, si vous avez une belle liste pour nous cette semaine, on est prêt à l'entendre. Et je vais commencer avec vous à Fredericton. Jacques Poitras, vers qui vont vos cafés cette semaine? 9 cafés sucrés pour le Cour suprême, les juges du Cour suprême du Canada qui vont entendre l'appel du SANB sur l'unilinguisme de l'ancienne lieutenant-gouverneur. Même si le Cour décide contre le SANB, je pense que c'est important de régler la question parce qu'il y a aussi des impacts sur, par exemple, la poste du gouverneur général du Canada. Alors, si le Cour aurait décidé de ne pas l'entendre, oui, ça laisserait le cours d'appel du Nouveau-Brunswick leur décision, en effet, mais c'est quand même une bonne décision de l'entendre. Et un café sucré aussi pour le premier ministre de Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a retiré son projet de loi qui allait nuire à l'indépendance de la vérificatrice générale. Finalement, M. Houston a reconnu que la comptabilité est importante et c'est un sujet qu'on ne devrait pas toucher. En effet, on devrait plutôt grandir dans ce domaine-là. De votre côté, François, quel café pour qui? On est en train de déborder, Martine. La version express aujourd'hui ou j'ai du temps? Ah, allez-y, je vous en prie. Le premier café chaud, sucré. L'équipe de communication de la première ministre Susan Holt, par communication, je ne parle pas les gens qui nous bloquent quand on tente d'obtenir de l'information au sein des ministères. Je parle plutôt vraiment la partie image. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les médias sociaux cette semaine. Mme Holt a ouvert son bureau de circonscription à Fredericton. Elle a filmé une vidéo dans laquelle elle marche dans la rue pour montrer où est le bureau en question, par où entrer, où est la porte. Dépendamment si vous arrivez à pied, c'est d'un côté dans une rue. Si vous arrivez une place de stationnement, c'est de l'autre côté. C'est la force, je trouve, de Mme Holt et de son équipe, cette capacité-là d'innover, d'utiliser à son avantage la force de l'image. Ça lui a servi pendant la campagne électorale, ça se poursuit maintenant qu'elle est au gouvernement. Un café un peu plus corsé, cette fois-ci, à la FECUM, la Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton, qui a élu cette semaine un nouveau conseil. Félicitations aux vainqueurs, et en particulier à la nouvelle présidente, Emma Raphaël. Sur le bulletin de vote, les étudiants ont été étonnés de découvrir une question surprise dans laquelle on leur demandait leur opinion sur le nom de l'Université de Moncton. La très grande majorité de ceux qui ont voté pour le maintien du statu quo, mais j'ai quand même trouvé que c'était une drôle de façon de fonctionner. Là. On peut imaginer que plusieurs étudiants se sont rendus dans l'isoloir, n'avaient pas nécessairement réfléchi longuement à la question, pour voir soudainement cette question-là qu'on leur demande, allez-y maintenant, prononcez-vous. Normalement, une question comme celle-là, on avertit à l'avance, c'est comme dans un référendum, alors que là, c'était vraiment une surprise. J'ai trouvé ça étonnant. Il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas été votés, mais qui auraient été s'ils avaient su que la question serait posée. Et pour nos éditeurs qui veulent le résultat, 1116 étudiants ont voté contre le changement de nom, 144 ont voté pour. Donc, forte majorité. Et mon dernier café aux députés progressistes conservateurs Mike Dawson, Margaret Johnson et Régent Savoie. Les trois ont été interviewés dans un reportage d'Alix Villeneuve tout récemment et ont exprimé, les trois, d'une manière ou d'une autre, que le prochain chef de leur parti, idéalement, devrait être bilingue. Mike Dawson est encore plus loin, lui, en affirmant que le prochain chef devrait être un francophone. Alors, j'ai trouvé intéressant de voir renaître une volonté au sein du parti de tendre la main aux francophones de cette manière-là, ce qui n'était pas toujours le cas, je vous dirais, lors des années où Blénick était le chef. François, toujours un plaisir. François Gravel, on continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle et bien sûr de suivre vos reportages à CBC. Jacques Poitras, merci beaucoup pour cet autre excellent café politique. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.